Alors, bonjour à vous, auditeurs, auditrices et internautes. On est sur les ondes de Radio Vertière, donc 1570 AM. Stéphanie Casimir avec vous aujourd'hui, en ce dimanche 4 octobre. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Bien, on a encore une fois une magnifique journée d'automne. Comme j'ai dit la semaine dernière, j'adore cette saison, c'est magnifique. J'espère que vous en profitez, même si on est en quelque sorte un peu en confinement, mais on peut toujours se promener à l'extérieur, dans les parcs, dans les feuilles multicolores. Ça fait du bien respirer le grand air. Alors déjà, bonjour à mon cher collègue Laurent Duperval. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités. Tout d'abord, Philippe Olivier David, qui est producteur de musique et gérant d'artistes. Il sera accompagné justement de ses poulains, si je puis dire, du nom de Rosalvo. Alors, restez avec nous. Nous allons prendre quelques minutes là pour les pauses publicitaires et au retour, on aura un très bel échange avec nos invités. À tout de suite. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 7784 boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantains, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 7446 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mes nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière,
une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-34-43. Alimentation Caraïbes Plus, Venez-y, nous vous y attendons. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Pickles, cuisine antillaise au 74 46 boulevard Maurice Duplessis, au 514 357 65 37, au 514 357 6537. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montrémarcy. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec mon bureau au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Alors, de retour à l'émission Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie en compagnie de mon collaborateur Laurent Duperval. Alors, je vous annonçais tout à l'heure notre invité, en fait nos invités, Philippe Olivier David et l'artiste, comment s'appelle-t-il toujours comment Rosalvo, voilà. Mais juste avant, la semaine dernière, pour ceux qui étaient à l'écoute, nous avons reçu Harry Metellus, avec qui, ma foi, nous avons eu une entrevue des plus délectables. Par contre, on a complètement oublié de remercier les différents artistes qui ont réalisé les œuvres, les tableaux qui se trouvent dans le recueil de poésie Résurgence, donc poésie débridée, premier recueil de poésie de Harry Metellus. Alors, encore une fois, j'aimerais vraiment les remercier au nom d'Harry Metellus. Ce sont des œuvres magnifiques. Je vous les montre une fois de plus à l'écran. Voilà. Et il y a d'autres tableaux, certaines photos aussi. Ça vaut la peine vraiment d'encourager le travail de nos artistes. On pourra mettre leur nom sur le site internet de la radio. Vous irez faire un petit tour, peut-être quelques photos de notre invité Harry Metellus, qui est photographe en plus d'être auteur. Et laissez-moi vous en montrer peut-être une ou deux autres. Voilà. Donc, chaque thème était accompagné d'une photo, d'une image. Donc, c'est vraiment de toute beauté. J'ai pu montrer cela à mes élèves. Malgré leur jeune âge, ils ont trouvé ça magnifique. Ils ont pu apprécier la beauté des différentes œuvres. Voilà, ça vous donne une idée. J'espère que cela va vous encourager à aller vous procurer ce livre vraiment très, très, très bien écrit et qui aborde différents sujets, donc l'identité, l'environnement, etc. Donc, voilà. Œuvre d'Harry Metellus, Résurgence, poésie débridée. Voilà. Alors, je dis bonjour à mes deux invités.
Bonjour, juste peut-être remonter le micro. Philippe Olivier David et ton artiste Rosalvo. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Ça va, merci. Alors Philippe, il va falloir que je fasse attention pendant l'entrevue pour ne pas t'appeler. Est-ce que je peux dire ton surnom en ondes? Oui, alors c'est Pipo pour les intimes, alias Pipo. Donc Philippe Olivier David, tu es âgé de 26 ans. Yes. Tu es producteur et gérant. C'est quand même très jeune pour être producteur et gérant à la fois. Comment tu es allé chercher ton expérience? Est-ce que tu avais déjà fait ça? Comment ce désir est né en fait? J'ai toujours été un fanatique de musique. Puis même à l'époque où on achetait des CD, j'étais du genre à regarder les crédits, donc quelle était la maison de disques derrière. Donc ta génération a connu ça, les CD. Tu as eu le temps d'acheter, oui? Quelques temps. Oui, parce que je te dirais que, étant donné que je suis né au début des années 90, peu de temps après, l'ère du piratage est arrivée. Donc après ça, on downloadait illégalement. Ouais, allègrement. Mais tu vois, maintenant que je suis dans l'industrie de la musique, je ne conseille pas c'est ça, acheter le produit. Jusqu'à ce que ça nous affecte. Ben oui, donc en fait, comme je te disais, j'aimais ça regarder les crédits sur les CD, savoir qui était dans quel groupe, qui était dans quelle équipe, qui composait. Qui faisait quoi. Voilà. Donc, tu as toujours eu un goût marqué pour la musique. Ouais, j'ai toujours été un fanatique de musique. Puis, après le cégep, je suis rentré à l'université en finance, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je suis allé à l'école pour aller à l'école. Parce que tes parents voilà. te mettaient de la pression. Mais j'avais des amis qui avaient un studio d'enregistrement. Puis... étant donné que justement j'étais connu pour être un fan de musique, souvent on m'invitait pour que je donne mon avis, écouter, donner des conseils. Puis encore là, j'avais aucun background, je connaissais rien, mais c'est juste... Sinon ton amour, ton intérêt. Par rapport à mes goûts, les gens me faisaient confiance. Puis c'est à partir de là que j'ai ce rêve qui a débuté par la suite. D'accord. Ouais. OK, mais après, justement, les finances à l'Université de Montréal, je pense que tu as fait une autre tentative. Ben voilà, j'aimais pas vraiment ça, les finances, mais j'ai toujours été un fan de business. Tu sais, mon père, c'est quelqu'un c'est un entrepreneur. Donc oui, salutations à papa s'il écoute. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait, l'entrepreneuriat. Oui. Donc, je m'étais dit que si j'allais à Concordia, monter mes notes pour ensuite aller à GMSB, qui était l'école de business qui m'intéressait, ce serait une bonne idée. Donc, par la suite, j'ai été à Concordia, mais j'ai pas terminé non plus. Okay. Parce que finalement, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de te lancer. De me lancer. Puis j'ai été étudié à la musique technique. OK. Donc, ça m'a permis d'apprendre à faire à être ingénieur de son. Donc, c'est tout ce qui est enregistrement, mixage, masterisation. Mais c'est pas seulement pour la musique, c'est pour tout ce qui est audio. Oui. Donc, ça m'a permis de prendre beaucoup de connaissances. Puis, il y avait également des cours d'industrie musicale avec des professionnels de la musique. Donc, c'est là que j'ai appris toutes mes bases. Ton métier aussi de gérance d'artiste, est-ce que c'est là aussi que tu as pu aller chercher la connaissance? La gérance, je te dirais que je l'ai appris sur le tas. Okay. J'ai toujours été quelqu'un de social, de facile d'approche. Ça, c'est vrai. ou à comprendre les gens. Donc, il y a aussi cet aspect un peu... psychologique, social que j'avais naturellement. Oui. Donc, j'ai pas étudié pour la gérance, mais je te dirais que tu arrives à te débrouiller. Donc, en fait, tu es allé puiser dans ton talent. Ouais, voilà. Puis, ce que je pourrais dire aussi, c'est que je regarde énormément de documentaires, je lis beaucoup d'articles, j'achète des livres sur le sujet, donc je m'éduque à ma façon. Voilà. Donc, tu t'es formé, tu es un peu un autodidacte aussi. Voilà, donc c'est pas parce que on arrête l'école qu'il faut arrêter de s'éduquer pour autant. Je pense que
l'éducation, le savoir, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui prétendent. Donc, c'est ça. C'est bien, hein? Un jeune qui a une belle vision, une belle façon de penser, de voir les choses. Alors, tu es accompagné aujourd'hui de un de tes poulains, si je puis dire. Donc, Rosalvo, tu peux nous présenter Rosalvo, ou Rosalvo, présente-toi. Mon nom, c'est Rosalvo. Je fais de la musique depuis à peu près 18 mois. Oh, c'est tout jeune. Professionnellement? Oui, oui. Ça fait 5 ans que je travaille dessus, mais officiellement, ça fait 18 mois. D'accord. Puis j'ai rencontré Philippe il y a peut-être 10 ans. Ah oui, OK. Et puis on a cherish ce rêve de rentrer percer dans l'industrie de la musique il y a quelques années. Puis là, maintenant, on essaie de voir comment we're gonna make it happen. OK. Et est-ce que, bon, toi, tu as eu la possibilité aussi de faire des études? Non, mais pendant que lui, il allait à l'école, moi, j'étais toujours avec lui, toujours chez lui. Fait qu'il a appris sur le tas, pendant que lui apprenait sur le tas aussi. Puis il a signé une couple d'artistes avant de prendre soin de ma carrière. Puis en le regardant gérer les autres artistes, j'ai commencé à comprendre comment l'industrie de la musique fonctionnait. OK. Et tu lui as fait confiance? 100%, oui. OK. Oui, mais tu as déjà réalisé un premier album ou c'est ton premier? Tu travailles sur ton premier en ce moment? J'ai un premier projet de 10 chansons qui est sorti au mois de mai. D'accord. Et puis, c'est ça. Et quelle a été la réponse du public? À cause de la crise qu'on avait avec le COVID, c'était quand même positif parce que le monde était à la maison, puis le monde voulait de la musique à consommer, fait qu'on leur a donné ce qu'ils demandaient, puis ça a été avantageux un peu pour nous. OK, mais justement, on va en parler de cet aspect parce que c'est un peu paradoxal, parce qu'il dit qu'à cause de la COVID, les gens voulaient de la musique, mais d'un autre côté, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on parlait aussi de pertes justement à cause de la fameuse pandémie. Mais oui? Ce que je pourrais dire par rapport à comment la pandémie nous a aidés, c'est que on a remarqué qu'il y avait une chute dans les écoutes. Oui. Donc, on était un peu à la croisée des chemins parce qu'on avait déjà prévu de sortir son projet, mais la pandémie nous a surpris. Puis ensuite, on s'est dit, bon, est-ce qu'on annule la sortie, puis on attend que les choses reviennent à la normale, ou on va à contre-courant, puis on essaie tout de même d'avoir un impact. Ouais. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens étaient beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, tu vois, peut-être la musique a descendu, mais comme on disait, il y a d'autres services comme Netflix, par exemple, qui ont augmenté. Ça a augmenté énormément, les films. Des films, émissions, etc. Ben, la même chose pour les réseaux sociaux. Oui. Les gens étaient beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc on était beaucoup plus agressif sur le marketing sur les réseaux. Donc, en fin de compte, vous avez profité de la pandémie pour faire la promotion de l'artiste. Voilà. Est-ce que vous avez aussi, j'imagine, mis des extraits de certaines pièces? Qu'est-ce qu'on faisait, par exemple, c'est que on avait enregistré énormément de chansons, malgré qu'on avait les 10 sur lesquels on était assez confiants. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on interagissait avec ses fans. Donc, on leur disait, par exemple, est-ce que vous voulez que je vous montre quelques morceaux qui n'ont pas fait qui n'ont pas fait le cut de l'album, par exemple. Puis les gens nous répondaient, oui, on veut entendre. Donc, on balançait un morceau comme ça. Puis ensuite, par exemple, on montrait des inédits. On disait lequel vous voulez qu'on vous sorte. Ce genre de choses. Ou on faisait des lives, par exemple, sur Facebook ou sur Instagram où on parlait en direct avec eux. Okay. On postait peut-être 2 fois par jour minimum, tandis qu'à l'habitude, on pose peut-être 2 fois par semaine. OK. Donc, mais c'est intéressant. Donc, vous avez profité vraiment, vous avez eu quand même l'intelligence, si je peux dire, d'utiliser les réseaux de façon positive. Ouais. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de momentum. Oui. Parce il a peut-être gagné 2000 followers pendant 1 mois grâce à la promotion. Donc, on n'était pas certain de ce que ça allait donner, mais finalement, c'était positif. Parfait. C'est principalement où que vous faites la promotion? Principalement Instagram, je te dirais, c'est là où on a
où les gens interagissent le plus avec nous. Donc, il y a... Votre clientèle, la jeunesse. Voilà. Puis, on est un peu sur Snapchat, Facebook, Twitter également, mais c'est vraiment sur Instagram où ça résonne le plus. Puis, il faudrait qu'on se mette également sur TikTok. Là. C'est la nouvelle application pour la jeunesse, mais je vous dirais que c'est là que moi, je commence à sentir le gap. Je comprends pas. Il faut ça de génération. Mais même moi, j'entends, moi, parce que j'ai un enfant, Dieu merci, parce que je suis pas trop en dehors, comme on dit, là, je suis pas trop en dehors de la plaque, parce que mon fils me parle de TikTok, et puis de Snapchat et compagnie, il me montre, et puis bon, ça me donne une petite idée, sinon je serais complètement perdue à travers tout ça. Mais j'aimerais qu'on aborde un aspect, justement, Laurent s'y connaît mieux que moi, c'est par rapport justement au nom de ta maison de disques, parce que tu as fondé une maison de disques qui se nomme, on voulait faire une blague tantôt, Bulk. Alors, parce que c'est blockchain, mais tu as enlevé le O pour que les gens puissent penser aussi black à la fois. Donc, sans le O ou le A, ça fait bulk. Enfin, bref. Blockchain Entertainment. Donc, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui est derrière ça. Et puis, Laurent, justement, pourra poursuivre avec la notion de crypto-monnaie. En grandissant à Montréal, au Québec, j'ai jamais été vraiment interpellé par le hip-hop de chez nous. Je trouve que ça représentait pas ma réalité ou des jeunes qui me ressemblent. Donc, je voulais fonder une maison de disques qui ressemblait à la musique que j'écoute. Puis aussi, j'avais remarqué qu'il y avait très peu, sinon pas de maison de disques avec des executives noirs. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire ce clin d'œil-là, parce qu'à quelque part, la musique urbaine, c'est notre culture. Donc, je voulais être sûr qu'elle soit bien représentée. Puis ensuite, c'est aussi parce que, comme on disait, la musique est passée à l'ère numérique. Donc, tout est digital. Donc, si je voulais faire un parallèle entre la crypto-monnaie et la musique qui sont décentralisées. Parce donc, que justement, quand tu dis la crypto-monnaie, donc le bitcoin et tout ça. C'est que grâce à l'accès à l'information, maintenant, il n'y a plus de gatekeepers, si on veut. C'est qu'auparavant, tu étais obligé de signer chez Universal, Sony, Warner et compagnie, pour avoir un minimum de succès. Mais de nos jours, tu peux trouver c'est qui leur relationniste de presse, tu peux trouver c'est qui s'occupe de leurs éditions, ou c'est qui les aide avec le marketing, comment la distribution, ça fonctionne. Donc, on vit dans une ère où c'est possible d'être indépendant et de réussir. Donc, c'est ça. Donc, je voulais faire ce lien entre le numérique et la musique noire. Par rapport à la crypto-monnaie, justement, tu t'y connais un peu? Ben oui, c'était un peu ça, moi ce que je regardais. La crypto-monnaie, donc le blockchain en particulier, est utilisé pour tracer des transactions bancaires, pour être sûr que c'est une vraie transaction. Et d'où c'est parti, où ça s'est terminé. Ils utilisent le blockchain aussi pour savoir, par exemple, quand tu prends de la viande de quelque part, ben, tu sais, ça vient de telle ferme à tel endroit, c'est passé dans tel train, tel bateau. Donc, capable de tout tracer. Et moi, ce que je me demandais, on a eu un petit peu une discussion là-dessus, c'était est-ce que vous avez des visées ou est-ce que le fait d'utiliser le terme blockchain dans le nom de votre compagnie, c'est une façon pour éventuellement être capable de mieux rémunérer les artistes, parce qu'à ce moment-là, ça sera plus difficile pour quelqu'un de prendre la musique d'un artiste de ta compagnie ou de n'importe quelle compagnie et l'utiliser à qui mieux, ou de faire comme on le faisait dans les années 90, pirater à droite, à gauche, sans qu'on soit capable de savoir d'où ça vient et d'arrêter ça pour que les artistes soient payés. Mais, en fait, pour être honnête, je suis pas un professionnel de la crypto-monnaie ou quoi que ce soit. J'ai jamais investi dans le bitcoin ou ce genre de choses. J'aimais plutôt l'idée justement sur laquelle tous les gens étaient reliés à travers la blockchain et que justement on pouvait retracer les informations, comme tu disais, de où
les transactions ont été faites, etc. Donc pour moi, c'était comme une façon de dire que justement, si on travaille ensemble, on peut bâtir un écosystème et à la fois bâtir un blueprint pour les générations suivantes. Donc c'était un peu plus poétique qu'autre chose. Mais sinon, concrètement, parlons-en. Comment vous parvenez, parce que moi, ça m'intrigue toujours, je ne suis pas très calée non plus dans ces domaines-là, mais comment on fait pour pouvoir retracer, savoir à quel moment quelqu'un écoute une pièce n'importe où à travers le monde? Justement, comment vous faites pour pouvoir vous assurer que, justement, vous avez ce revenu? Ben, d'abord, il y a des associations qu'il y a un peu partout dans le monde qui sont faites justement pour retracer les écoutes et emmagasiner l'argent pour nous. Donc au Canada, elle s'appelle la SOCA. Oui. Donc c'est eux qui gèrent les droits d'auteur. Puis justement, quand on déclare nos chansons, c'est important de déclarer les chansons, ben, on doit donner le plus d'informations possible. C'est ça qu'on appelle le metadata. Donc, c'est l'auteur, le compositeur, l'interprète, l'arrangeur, le producteur, etc. Donc, quand les gens font une recherche, ils vont pouvoir déceler à partir de mots-clés? En fait, c'est que quand on distribue la musique, avant qu'elle soit disponible à tous sur les plateformes de streaming, ben, il faut justement remplir certaines informations. Puis une fois que ces informations-là sont créées, il y a des codes, il y a le code UPC puis les codes ISRC. Ces codes-là, c'est un peu comme le DNA de la chanson. Donc, quand une chanson joue, ça laisse des traces, puis à partir de ce code-ci, on reconnaît que c'est telle chanson qui a été écrite par telle personne, produite par telle personne. Puis eux, justement, à partir de là, ben, je sais pas comment le système fonctionne, mais ils ramassent les sous pour nous, puis ils nous renvoient. Et vous faites combien d'argent comme ça? T'sais, on parle de sous. Ben, c'est vraiment des sous, parce que qu'est-ce qui vous reste, en fin de compte, à l'artiste, entre autres? C'est quand même plus ou moins compliqué, parce que pour commencer dans la musique, c'est beaucoup d'investissement sur la création de contenu, sur la création de la musique. Donc, au départ, tu vas être dans le rouge. C'est clair. Quand on se lance, de toute façon, en affaires, tu investis dans ton marketing et dans la création de la musique. Donc, tu n'as pas des fans tout de suite. Tu dois leur en donner pour ensuite qu'eux t'aiment et pour qu'ensuite ils se rendent à un niveau où ils soient prêts à dépenser des dollars pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs formes de revenus. Donc, pour commencer, il y a les redevances. Ça, on appelle ça les royalties en anglais. Les royalties, donc, ça, c'est quand on achète un CD physique ou qu'on stream la musique sur les plateformes. Donc, ça crée cette forme de revenu-là. Comme ça, un stream, par exemple, c'est moins qu'un sou. C'est ça, c'est ce que je devais dire. 0.04. C'est 0.04 sous. Donc, faut streamer 25 fois pour avoir un sou. C'est fou, là. Ça fait des millions. Un million d'écoutes, c'est environ entre 4 000 et 5 000 US. On vit pas fort avec ça. Mais c'est pour ça que c'est important d'atteindre un certain niveau de popularité avant de pouvoir commencer à faire des sous. Donc, comme je disais, il y a les redevances. Ensuite, il y a les éditions. Donc, ça, c'est tout sur les droits d'auteur. Donc, pour l'auteur et le compositeur. Puis ça, c'est quand on utilise la musique à des fins commerciales. Donc, quand ça passe à la radio, par exemple, dans des films, dans des émissions. Ou admettons quand on appelle Fido puis il y a une musique qui joue en arrière, ou qu'une personne a un projet veut utiliser la musique aussi. Donc c'est les éditions. Ensuite il y a les spectacles, les shows. Mais ça, pour ça, il faut déjà avoir justement établi des fans qui vont venir, qui vont s'acheter des billets. Et même chose pour la dernière forme, qui est les produits dérivés. Donc ce serait comme les vêtements, casquettes. Toute chose sur laquelle on met notre effigie et qu'on vend. Une tasse. Plutôt un hood pour les jeunes. J'ai quelques questions par rapport à ça. C'est l'argent qui est
versé selon les revenus, ça va à qui? Ça va au producteur, ça va à l'artiste, ça va aux musiciens, et j'ai une raison pour laquelle je la pose. Enfin, après ça, je vais poser ma deuxième question. Ben, en fait, souvent, les redevances, c'est l'argent qui provient on appelle ça le master. Mm-hmm. Le master, c'est la dernière forme d'enregistrement qu'on met à la commercialisation. Ben, le produit fini. Donc, exactement. Ouais. Donc, habituellement, la personne à qui appartient le produit fini, c'est la personne qui a financé pour l'enregistrement. Oui. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que c'est toi en tant que producteur? Donc, oui. Qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, pour les redevances, le producteur va vouloir être remboursé d'abord. Oui. Puis ensuite, il y aura un split entre la maison de disques et l'artiste. Et là, quand on parle de maison de disques, on parle d'une équipe. Donc, quand on s'était parlé, évidemment, bon, vous êtes une petite maison d'édition, donc vous êtes une petite équipe. Oui. Tu as combien de personnes à l'exécutif? Je pense que vous êtes 4. On est 4 au total. Donc, il y a moi, oui. Il y a mon partenaire Didier. Lui, il s'occupe surtout des droits d'auteur, des éditions. Et il fait un peu de gérance avec moi aussi. J'ai mon partenaire Hichem. Lui, il est surtout sur les finances. Donc, tenir nos livres. Puis ensuite, j'ai également Sam. Lui, c'est notre directeur artistique. Donc, il s'occupe de tout ce qui est visuel, branding, photo, vidéo. Puis moi, je me considère comme le A&R de l'équipe. A&R, peut-être préciser. Ça veut dire artiste et répertoire. Donc, c'est la personne qui s'occupe du développement des artistes, qui a une direction concrète sur la musique. On aide les collaborations avec différents artistes, les compositeurs, à rester dans les budgets et à signer les nouveaux talents qu'on amène aux artistes. Oui, tu disais avoir une deuxième question. En fait, c'est un petit peu ça, c'est parce que l'argent qui revient, bon, je comprends, ça vient au producteur, maison, éventuellement à l'artiste, mais je me pose beaucoup sur le sampling, parce que c'est peut-être moins présent dans le trap et la musique moderne, mais le sampling, il y a beaucoup de musiciens qui ont fait des riffs ou des beats, surtout sur les breaks de drum, qui se sont retrouvés dans des centaines de musiques, et éventuellement, ça ne se rend pas à l'artiste, au musicien qui a fait le travail à cause de la façon dont les contrats sont structurés. En quoi est-ce que la façon dont vous voyez l'avenir ou la façon de faire les affaires maintenant en musique, ça peut changer ce genre de situation pour que si, à un moment donné, il y a quelque chose qui demeure dans une chanson en particulier et que ça a vraiment été la création d'un artiste, que cet artiste-là ou ce musicien-là va avoir son droit au lieu que tout retourne à la maison de musique ou au producteur. Je dirais que on vit dans une ère où les artistes connaissent leurs valeurs, ce qui fait aussi que les contrats sont beaucoup plus artist-friendly également, parce que il fut un temps, les maisons de disques signaient des gens, monsieur, madame, tout le monde, ils les développaient et ensuite commercialisaient. Tandis que maintenant, à cause que, comme on dit, c'est décentralisé, tout le monde peut faire de la musique dans leur chambre ou dans leur garde-robe, s'ils veulent, ils le mettent sur l'Internet. Ils préfèrent signer des artistes qui ont déjà un fanbase établi ou they got something going on for themselves. Donc, ça fait que quand c'est le temps de négocier, étant donné qu'ils veulent signer des produits déjà prêts à commercialiser, ben, si tu as un avocat, un gérant, une équipe qui fait du sens, on connaît ta valeur, donc on va négocier de façon à ce que tu n'aies pas à donner tous tes droits et que tu as des pourcentages qui représentent le travail que tu mets et qu'on te doit. Donc, par rapport au sampling, ça c'est surtout sur le publishing, les éditions. Comment ça fonctionne, c'est que habituellement, si tu samples quelque chose, tu dois clear
Le sample. Parlez donc français. C'est que le sampling clear. Le sample, c'est de l'échantillonnage. Bon, voilà. L'échantillonnage. Les gens qui nous écoutent pour qu'ils comprennent un peu. Il ne faut pas que ça se passe juste en studio. On diffuse. Il faut que les gens comprennent ce qu'on dit. L'échantillonnage. Tout le monde comprend le jargon. Donc, le sampling, c'est de l'échantillonnage. De l'échantillonnage, c'est le fait d'utiliser une mélodie, des paroles ou un beat qui existe déjà et de le refaire, le modifier, le transformer. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà ses droits d'auteur sur la chose. Oui. Donc, si tu veux l'utiliser, cette personne est censée te donner le droit de le faire, et c'est-à-dire que la personne peut décider alors le cachet qu'elle veut pour la chose et comment vous divisez. Ben, j'ai un neveu qui fait ça. Il utilise des pièces musicales qui existent et il les modifie de façon électronique, mais effectivement, il doit payer. S'il était pour les commercialiser, il devrait. Ben, c'est diffusé sur le net et il paye des droits d'auteur pour ça. Parce qu'il utilise des pièces. Oui, non, il fait ça correctement. Correctement. Clean, voilà, clean. Mais on va justement écouter une pièce musicale de ton artiste, là, Rosalvo, pour avoir une idée un petit peu du genre musical. Exchange our faces, I was ready for some action. I don't know mine, give a dick, and now she sick of me. Cannot let go of me, I'm fingering him and you wanna cuff me, but you can't keep all this good dick for yourself. Fucking with me can be toxic, I'm just looking out for your head. My tongue's going through your shape, baby, I cannot stay. When it's time to make you come, I swear I get you on the way. Still cannot believe everything I make you say. Snatch this all out of your body, girl, these strokes will make you pray. Like two stones, we can share that. Sex so good, I can't get enough. The way she throw it back makes me wanna give a fuck. The way she throw it back makes me wanna give a fuck. Like two girls, we can share that. Sex so good, I can't get enough. The way she throw it back makes me wanna give a fuck. The way she throw it back makes me wanna give a fuck. My whoa. C'est bon, c'est smooth, j'aime ça. J'arrête pas de vous dire de parler français, c'est smooth. Mais on peut se permettre de temps en temps. Mais c'est très beau, j'aime ça. C'est toi qui as composé autant les paroles que la musique et les arrangements, mais vous avez fait ça ensemble, en équipe? Les paroles, oui. La musique, non. C'est un peu dossier qu'on a chez nous qui s'appelle Lenz Dupuis. Oui, Lenz Dupuis. Qui a produit cet instrumental-là. OK. Mais le reste, les paroles, l'arrangement... Ça vient de toi. Ça vient de moi, oui. Mais c'est très bon, j'adore ça. Puis, quand on était en pré-entrevue, justement, Philippe, tu m'expliquais que votre genre musical, donc ce que tu produis, les artistes que tu produis, c'est du compa trap. Ben, en fait, explique-nous. Peut-être que notre artiste pourrait nous expliquer qu'est-ce que c'est que le compa trap. Juste pour mettre en contexte, c'est qu'habituellement, on fait du hip-hop, du rap, du trap. OK. Mais pour l'été, on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus coloré, quelque chose qui était plus proche de nos racines. Oui. Donc, on s'était dit que si on prend des airs ou des mélodies, des instruments qui rappellent le compas, puis qu'on ajoutait des éléments du trap, ça pourrait créer un nouveau genre de musique. Qui... Mais c'est vous qui avez voté ça ou? Bon. Non, mais je veux dire, mélanger un peu le rythme compas et le trap, donc un mélange de genres, c'est... Personnellement, j'en ai jamais entendu. Alors, vous êtes des créateurs exceptionnels. Wow! On essaye. C'est quoi l'élément du trap qui se retrouve dans la chanson? Les drums. Moi, je dirais les 808? Oui. Je dirais particulièrement les drums, comme on dit, donc il y a les 808s, les snares. C'est quoi ça? Les 808s, les 808s, c'est... comment on pourrait dire ça? C'est les basses. OK. Donc, c'est très connu dans le trap. OK. Qu'il y a
les drums, c'est ce qui donne la rythmique. Oui. Donc, tu vois, on a la mélodie, puis ensuite, on a les drums, c'est tout ce qui est... C'est comme un... Comment on appelle ça? Oui, ben, les percussions, batterie, oui. Voilà. Mais de manière électronique, si on veut. Puis souvent, il y a... La percussion fait partie des drums. Oui. Donc, en fait, un des éléments clés du trap, c'est justement un son qu'on appelle les 808s. Donc, ça rappelle un peu comme le kick. Donc, ça m'aide pas. Le 808, le kick. 808, c'est le nom d'un instrument. Et souvent, on va voir dans la musique moderne, tu vas entendre quand t'as le coup, t'as la grosse percussion qui fait boum. Boum. Ça, c'est le 808. Ah, tu connais, là. Ouais. Non, mais ça, c'est ça qui joue dans les discothèques. Quand tu sens que la musique... Oui, que ça te rentre dedans, là. Ça, c'est le 808. Ouais. Ça, et là, tu vas parler du kicks, après? Du kick? Un kick drum. Ça, c'est la batterie. Ça, c'est la grosse caisse. Exact, c'est la grosse caisse. C'est vrai, mais il faut mentionner que Laurent est issu d'une famille quand même de musiciens. Parce que les gens doivent se dire, comment c'est ça qu'il connaît ça, lui, hein? Papa, le frère, etc. Est-ce qu'on peut mentionner le groupe? Mais oui, on peut. Alors, évidemment, c'est le fameux groupe Tikabzi, n'est-ce pas? C'est la famille de Laurent, Lorenzo, les Duperval. Alors voilà, c'est pour ça qu'il s'y connaît. Mais merci de nous éclairer, parce que je vous écoute, puis je me dis franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Et les gens qui ne connaissent pas ça. Je veux dire aussi, c'est dans l'arrangement aussi, le compas c'est connu pour être très long. Ben, à nos oreilles, ça peut durer 10-15 minutes, oui, effectivement. Tandis que le trap, c'est plus court, ça va être autour de 3 minutes. Oui, mais justement, parlons-en, parce que on dit que pendant le confinement, les gens écoutaient, c'est important, c'est une stratégie marketing aussi d'avoir des pièces plus courtes pour que ça joue plusieurs fois, que ça vous rapporte évidemment plus d'argent, puisque ça vous prend des millions d'écoutes pour pouvoir ramasser une cagnotte plus ou moins intéressante. Donc c'est vrai que on a remarqué que justement le hip-hop c'est surtout consommé par les jeunes. Oui. Les jeunes qui sont souvent sur leur téléphone ont une attention qui est beaucoup plus courte. Tout à fait. Donc entre des déplacements. Donc on s'était dit que si on raccourcit la musique, sûrement ça va nous donner nous on appelle ça un replay value. Oui. Donc ça va leur donner envie de réécouter la chanson. Une valeur de réécoute. Voilà. On va tout traduire. OK, puis, et ça fonctionne sinon, bien. De quoi on parlait également pendant la pandémie, c'est que les écoutes avaient baissé à près de 20%. Oui. Mais tu sais, ça c'était pour tout le monde, là, autant Madonna que Drake que nous autres. Là. Oui. Parce qu'on a remarqué que les habitudes de consommation, c'est ce qu'il y a de plus important quand on y pense. Parce que si les gens ne sont pas en déplacement, ils ne sont pas en voiture, ils ne prennent pas le métro, ils ne vont pas au gym, il n'y a pas de fête de milieu social où on peut jouer la musique, mais quand tu enlèves toutes ces possibilités-là, ben la musique elle descendait de 20% parce que c'est pas parce que tu es confiné à la maison que nécessairement tu vas écouter plus de musique. Mais justement, on parle de confinement, de pertes, etc. Ben, les deux paliers de gouvernement ont fait des promesses d'injecter de l'argent justement dans la culture. Donc, comment vous avez quand même été affecté, tu le sais, mais comment vous recevez ces annonces justement de, entre autres, 400 millions du côté de Legault, plus un 50 millions qui a été promis aussi, 75% du prix des billets qui sera remboursé. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous aviez déjà des artistes qui avaient prévu faire des spectacles ou vous n'étiez pas rendu? On avait quelques shows de prévus au début de l'été. Oui. Puis on s'est fait rembourser par les bookers, justement, les gens qui s'occupaient de faire ces spectacles. Mais étant donné qu'on n'avait pas de grande tournée de prévues, on n'a pas cette aide où ils donnent 75% des billets. Mais vous êtes quand même capable d'aller chercher dans le fameux 400 millions, 50 millions. Il y a des formes de financement auxquelles vous avez accès. On aura accès puis qu'on va faire les demandes également. OK. Puis on a dit qu'au niveau fédéral, on parle de 33,3 millions pour les entrepreneurs noirs spécifiquement. Oui, genre, on a remarqué que, bon, justement, pendant la pandémie, il y a eu l'épisode avec George Floyd, puis
ça a sensibilisé beaucoup de gens sur les réseaux sociaux également. Puis, à partir de là, il y a eu un certain... comment je pourrais dire ça? Engouement. Un engouement pour aider la communauté noire. Parce que je pense que beaucoup de gens ont profité, bon, pas profité, mais ont utilisé le décès de George Floyd pour justement faire valoir toutes les inégalités. En fait. Justement, il y a certaines inégalités envers les Noirs, puis comment ils aimeraient être aidés, puis apparemment ça a été entendu. Notre gouvernement nous a entendus, puis ils sont en train de déployer de l'aide pour justement... Mais qu'est-ce que vous pensez de cette somme, de ce montant? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Suffisant, je sais pas, mais à quelque part, c'est un début. Oui, au moins une volonté. Moi, je préfère voir le bon côté des choses. J'aime pas me plaindre s'il n'y a pas de solution. Donc, moi, comment je le vois, c'est que c'est une somme d'argent qu'il n'y avait pas auparavant, que maintenant je peux aller chercher, qui va me permettre de pouvoir produire plus rapidement un meilleur produit. Donc, je me dis que c'est une opportunité à aller chercher plutôt que de me demander est-ce que c'est suffisant ou non. Est-ce que ils auraient dû le faire plus tôt. OK. Puis, il y a un montant aussi, je pense, une possibilité avec les banques de 100 Oui, il y a un montant qui a été alloué où on trouve un partenariat. Donc, à ce moment-là, c'est pas juste le gouvernement qui prête l'argent, mais c'est à travers les banques et c'est supporté par le gouvernement. Oui. Mais on peut aller chercher à travers les banques. Mais tous ces montants-là, dont une partie vient du fédéral, une partie vient du provincial, ce sont des sommes qui sont cumulatives ou est-ce que vous avez le droit d'aller chercher dans tous les programmes ou si vous prenez dans un programme, vous n'avez pas accès à l'autre? Il y a certains programmes qui disent que si tu as accès à un, tu ne peux pas prendre l'autre, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, la plupart n'empêchent pas d'aller chercher ailleurs, c'est ça qui est bien. Parce que tu sais, il y a des formes de revenus qui sont là pour la culture, il y en a d'autres pour l'entrepreneuriat, il y en a d'autres pour l'entrepreneuriat noir. Donc, vous pouvez entrer dans différents critères et aller chercher le maximum. Donc, 128 millions du côté des banques. Puis aussi, c'est qu'il faut comprendre, il y en a que c'est des prêts, il y en a que c'est des subventions. Oui, justement, quelles sont les différentes possibilités? Bon, là, c'est sûr qu'il y a une pandémie, mais en dehors de la pandémie, où est-ce que vous allez chercher votre financement, vos subventions? Bon, il y a la SOTCOM. De notre poche, on a tous déjà travaillé, on a investi ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on a débuté au départ. Mais il y a également il y a des programmes au Québec. Au Canada, en fait, on est un des rares pays où le gouvernement donne autant d'argent à la culture. Parce que, justement, les majors, les grandes maisons de disques, n'investissent pas vraiment au Canada ou au Québec. Québec précisément, malheureusement. Donc, pour la musique francophone, il y a un programme qui s'appelle Musique Action. Pour la musique anglophone, on a Facteur. On a d'autres programmes comme la SODEC, la CALC, la CAC. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. En fait, c'est que les gens ne sont pas au courant parce que on nous donne pas l'information comme ça, mais en fait, si tu fais tes recherches... Il faut aller la chercher. C'est ça le truc. Il faut faire nos recherches. C'est un milieu tellement compétitif, les gens vont pas te donner nécessairement leurs recettes, mais tu vois, moi, personnellement, mais j'ai pas de problème à partager les Est-ce que vous trouvez que c'est facile, justement, à aller chercher? Parce que souvent, on se plaint, entre autres, dans le milieu du cinéma, que ce sont les mêmes qui vont toujours chercher l'argent. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez la possibilité, ou c'est ça, toujours souvent les 3, 4, 5 maisons de disques qui ont toujours les subventions, mais encore une fois, comme j'ai dit, il faut arrêter de se plaindre. Si on remplit pas le dossier comme il faut, si on respecte pas les dates, si on n'a pas un projet
Si on ne connaît pas comment budgétiser, ben c'est normal qu'ils nous acceptent. Non, mais en dehors de ça, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des dossiers bien montés et tout ça, puis ils disent que c'est quand même difficile de se frayer un chemin. Les artistes de la relève aussi, les communautés culturelles, noires et tout, se plaignent, disent que c'est toujours la majorité dominante, donc caucasienne, blanche, qui va chercher l'argent. Donc, d'où la raison pour laquelle tu as décidé toi-même de mettre sur pied ta propre maison d'édition. Donc, pas d'édition, mais de production. Donc, pour pallier un peu. Donc, on va pas se mentir, c'est difficile. C'est difficile. Oui. Il y a aussi possibilité d'avoir des avances également à travers, comme on dit, il y a quand même les majors canadiens sont surtout à Toronto, mais ils ont commencé à donner des budgets à des artistes québécois. Il y a moyen d'aller chercher des avances également avec la distribution. Oui, Laurent, tu me parlais justement d'autres sociétés, là, entre autres. Mais les sociétés, on parlait de la SOCAN, l'équivalent aux États-Unis, ASCAP, la SACEM en Europe, où vous, je suppose que vous devez vous enregistrer auprès de toutes ces entreprises, toutes ces sociétés, si vous voulez des redevances ou des royautés. La SOCAN disent qu'ils ramassent partout à travers le monde. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher Donc, techniquement, on n'est pas obligé de s'inscrire partout. OK. Il y en a, mais je pense qu'il y a des écoles de pensée différentes. Il y en a qui préfèrent s'inscrire partout. Il y en a qui font confiance à celles de leur pays. Mais la SOCAN va chercher un pourcentage. Comment ça fonctionne, je veux dire parce que le travail, ils font un certain travail pour l'artiste. Oui, c'est que par exemple, je sais pas, il y a certaines radios, un passage d'une chanson, ça équivaut à $50. OK. Ben, rendu là, le $50 revient à la personne qui l'a écrit, la personne qui a composé et leur éditeur. OK. Donc, c'est comme ça que ça se distribue. OK. Parfait. Oh mon Dieu, le temps passe vite. Il nous reste seulement 5 minutes. C'est assez intéressant et j'avais une tonne de questions comme d'habitude. Moi aussi, j'ai une tonne de questions. Et moi, l'artiste qui a commencé il y a 18 mois de façon professionnelle, en quoi est-ce que tu vois que ta perception du milieu a changé dans ces 18 mois? En quoi tu vois que ce que tu avais prévu a changé, soit pour le mieux, pour différent? Qu'est-ce que j'ai vu qui a changé, c'est parce que j'ai tellement étudié le domaine de la musique avec Philippe pendant des années que quand j'ai compris que quand le produit est bon puis que c'est bien présenté et que il y a de la constance dans ce que tu fais, les gens vont finir par adhérer. Puis faut juste continuer à pousser, jamais lâcher, continuer à mettre du bon contenu. Puis que souvent ce que les artistes ont comme problème, c'est que si après 2-3 chansons qui sortent, il n'y en a pas une qui pète, soit ils sont découragés parce que ça coûte cher, ça prend du temps avant que les gens deviennent des fans. Puis mais moi, ce qui est le fun avec le fait que j'étais avec Philippe pendant des années, j'ai vu le parcours de plusieurs artistes. Puis j'ai vu les 12 et les don'ts. Et quand j'ai compris les erreurs, puis les bienfaits, ce que les gens ont mal fait, puis ce qu'ils ont bien fait, j'ai tassé ce qui était pas bon, puis qu'est-ce qui était bon, je l'ai dit, bon, je vais l'appliquer comme moi, je vais devenir artiste. Puis pour jusqu'à présent, ça fonctionne comme assez bien. Et sinon, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais j'en avais une autre. Mais les parents, là, il nous reste 2 minutes. Non, 5 minutes. Mais tes parents, parce que connaissant justement les parents haïtiens, comment est-ce qu'ils ont reçu la nouvelle? Parce que papa, maman, moi je vais faire de la musique, je vais pas aller à l'université. Parce que je pense que moi à l'école, j'aimais l'école, puis j'avais pas de difficulté à l'école. J'étais en génie civil pendant 2 ans. En plus. Fait que ma mère, elle attendait de dire à ses amis que j'allais devenir ingénieur. Puis là, finalement, un matin, elle se lève, puis je suis un artiste, fait qu'elle comprenait pas. Mais elle a vu comment on s'est investi dedans, comment Philippe croit en moi. Puis elle connaît super bien Philippe. Philippe est toujours à la maison. Fait qu'elle se dit, s'il y a un autre être humain qui supporte mon fils comme ça, puis que mon fils s'investit à mettre tout cet argent-là dans sa musique, puis est vraiment comme... Donc, elle te soutient. Oui. Et ton père aussi. Oui. Même chose pour toi. Au début, c'était plus dur, mais quand ils ont vu à quel point c'est ça qu'on voulait faire, ils ont dit, bon, on n'est pas des gars stupides, mais pas stupides, on est des gars assez brillants, fait que si on a décidé de prendre ça comme chemin, on sait où on s'en va, puis qu'on va atteindre nos objectifs. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à en vivre. Non, pas encore. C'est ça. Mais il y a plusieurs artistes dans la ville
qui font au minimum 50 000. Il y a plusieurs artistes qui sont $50 000 ou plus dans la ville. OK. Puis ça leur a pris peut-être 1 an et demi à 2 ans avant d'atteindre ce genre de montant-là, genre de salaire. Oui. Puis c'est 2 fois le salaire minimum à peu près, 1 fois et demi, on dirait, on peut dire. Puis les autres membres de l'équipe aussi, ils arrivent à avoir quand même un peu. Puis ils font sûrement autre chose en parallèle. Oui, exact. La majorité d'entre nous, on a des side jobs, si on veut. Mais... Et vous vivez chez maman et papa, ça aide. C'est ce que ça apprend quand on est... Mais ça aide. Comment je peux dire? Quand on est en train de bâtir quelque chose, tu sais. Mais justement, là, on est en position... Parce que souvent, comment ça fonctionne avec le système des subventions et des prêts, etc., il faut au moins que tu aies réussi à avoir un impact dans tes 2 premières années. Ce qu'on a réussi à faire. D'accord. Donc là, on est en position d'aller chercher les belles sommes. Donc, la 3e année qui s'en vient, je pense que c'est là que vous allez voir on va passer à une coche en haut. Ben, et bien. par rapport à ce que tu disais avec les parents haïtiens, c'est sûr que c'était pas évident, tu sais, parce que moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Mes parents ont fait des gros sacrifices pour me mettre à Brébeuf, secondaire, cégep. Ouais. J'ai une sœur qui est avocate, mon frère il est en médecine, et toi tu es en musée. Tu fais de la musique. Je suis l'enfant du milieu. Donc, quand tu mets all that together, c'est une situation assez spéciale. Mais est-ce que tu sens qu'ils sont quand même fiers de toi et qu'ils sont... Maintenant, oui, comme disait Rosalvo, maintenant qu'ils voient que ça avance bien, puis que le monde on a fait des choses, on est beaucoup plus populaire de jour en jour, ben c'est là que justement ils commencent à y croire également. Et tu te réalises et tu es heureux. Voilà. Je pense que tout parent, c'est ce qu'il veut. Alors il faut supporter les rêves de ses enfants. Alors il nous reste 2 minutes. Alors 1 minute pour toi, 1 minute pour moi. Vas-y, Laurent, mais 50 secondes. 50 secondes? Non, ok, vas-y. Non, mais moi, en tout cas, je trouve que votre projet est fort intéressant. Je vais chercher la musique de Rosalvo pour entendre un peu plus. Merci en espérant que c'est sur Spotify, Google, Apple et toi, il connaît toutes les plateformes. Et on va écouter ça. Absolument. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant. Et puis, j'aimerais juste conclure parce que je lisais justement un article qui disait que dans les pays occidentaux, la musique trap de la nouvelle génération amenait justement une nouvelle façon d'écouter la musique, une nouvelle mentalité ou des perceptions. Ça changeait les perceptions des gens. De quelle manière rapidement, justement, le trap change les choses? Parce que c'est vraiment le style musical que vous prenez, tes artistes Je suis pas certain de comment ça a changé, comment les gens pensent. Par contre, on a remarqué que depuis 2017, c'est officiellement la musique la plus écoutée. Ça a dépassé le rock and roll et le country. Donc, c'est quand même... Mais quand on parle des jeunes, c'est du 13, 24, c'est surtout de 13 à 24 ans ça, qui écoutent. Mais ça reste que à travers tous les styles confondus, le hip-hop est le style le plus écouté. C'est devenu la nouvelle pop. On le remarque autant dans la musique, dans les autres styles, que dans les films, dans la mode. Le hip-hop est en train d'impacter toutes les formes d'art, selon moi, puis c'est le mouvement le plus fort. Mais faudrait, ça serait quand même le sujet pour une prochaine émission, parce qu'il y a des artistes que, personnellement, moi, je crains pour notre jeunesse, par rapport aux messages véhiculés, par rapport les tenues vestimentaires, si on peut appeler ça des tenues vestimentaires, sont carrément dénudées. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je sens qu'il va y avoir des étincelles dans 2 semaines. Alors, merci infiniment, Philippe Olivier, David alias Pipo. Merci à Rosalvo. On va finir avec une pièce de Rosalvo. Et merci à vous tous, chers auditeurs, auditrices et internautes, de nous avoir écoutés. Soyez fidèles. La semaine prochaine, encore une fois, pour un autre tête-à-tête cœur à cœur avec Stéphanie, en compagnie de mon collaborateur, Laurent Duperval. Merci, Laurent. Merci, Stéphanie. Et merci à Jean-Gary Cadet. Alors, bon dimanche, bonne semaine. Even tryna stop, we can foreplay. Treat that pussy like an entree. I said I'm on my way, she said tonight we fucking my way. Don't ask me how I do it, baby. Get this in my dream. All this clear in my system.